Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à l'affaire Dreyfus, l'affaire de toutes les affaires la plus célèbre. On va essayer de comprendre comment ce banal, finalement, histoire d'espionnage va devenir une affaire d'État incroyable et comment ce scandale va durer plus de 12 ans et même par la suite va encore diviser foncièrement la société française. Et surtout, là encore, comment la République, qui a failli disparaître face à ce scandale, a réussi finalement à y survivre. Tout commence rue de Lille, à Paris, à l'ambassade d'Allemagne. Et voici Madame Bastian, la femme de ménage de l'ambassade. En fait, Madame Bastian est membre du service français de contre-espionnage. Chaque jour, elle fait mine de vider les poubelles et en rapporte en fait le contenu au commandant Henri. Et en ce jour de septembre 1894, elle trouve dans la poubelle une lettre qu'on appellera désormais le bordereau, une lettre déchirée en 6 grands morceaux, non signée et non datée, adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne, Max von Schwarzkoppen. Le bordereau fait état de documents militaires confidentiels français qui doivent être transmis à une puissance étrangère. Le ministre de la Guerre ordonne une enquête et très vite, un coupable idéal est identifié. C'est le capitaine Alfred Dreyfus. Il est à l'état-major de l'armée, il a donc accès à des documents importants. Il est alsacien, parle donc allemand, ce qui lui permet d'échanger facilement avec l'ennemi, et surtout, il est juif. Or, si en cette fin du XIXe siècle, encore sous le choc de l'humiliation de la perte de l'Alsace et la Lorraine, la France fait face à une très forte montée du nationalisme, elle affronte aussi un violent déchaînement d'antisémitisme. Le capitaine Dreyfus nie fermement, mais l'armée ne veut rien entendre. Une machine implacable se met alors en route. Comment résumer l'incroyable succession de mensonges, de faux en écriture, d'allégations erronées, de détournements d'enquête et de violations du droit de la part de l'armée et des tribunaux militaires? L'écriture de Dreyfus ne correspond en aucune manière à celle du bordereau? Qu'importe, un soi-disant expert développe la théorie de l'auto-forgerie. Dreyfus a inventé cette nouvelle écriture. Arrêté le 15 octobre, Dreyfus refuse d'avouer. On lui pose un revolver sur la table pour qu'il se suicide. Il n'en fait rien. Il est alors inculpé d'intelligence avec l'ennemi et incarcéré dans le secret total. Fin octobre, un journal antisémite, La Libre Parole, révèle l'affaire et se déchaîne contre Dreyfus. C'est le début d'une campagne antisémite qui va se propager à travers toute la France. Le frère de Dreyfus, Mathieu Dreyfus, engage les meilleurs avocats. Tous sont persuadés que leur client sortira blanchi du procès qui va se tenir devant le Conseil de guerre. C'est sans compter sur la malhonnêteté de l'instruction qui instruit uniquement à charge. Comme aucune preuve n'existe, le capitaine Dreyfus risque d'être disculpé. L'armée brandit alors un dossier secret qu'elle ne peut divulguer et qui contient, dit-elle, 4 preuves de la culpabilité de Dreyfus. Plus tard, beaucoup plus tard, le dossier se révélera vide. Dreyfus est condamné à la déportation perpétuelle, au bagne donc, et à la dégradation militaire. Les journaux exultent d'antisémitisme, le pays regrette qu'il ne soit pas condamné à mort. Terrible cérémonie ce 5 janvier 1895 que cette dégradation dans la cour de l'école militaire devant 4000 soldats et 20 000 spectateurs. On lui arrache les insignes, les fines lanières d'or de ses galons, les parements des manches et de la veste. On brise le sabre du condamné. Les témoins signalent la dignité de Dreyfus qui clame son innocence tout en levant les bras. Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée.